Ce soir, il y a Mission Impossible qui est projetée au Palais des Festivals en avant-première avec séance de gala, montée des marches. Mais Paramount a aussi organisé une projection en IMAX dans une salle de cinéma à quelques kilomètres qui s'appelle le Cinéum. C'est une projection accompagnée d'un cocktail. J'ai bu une coupe de champagne gratuit, j'ai mangé un cannelé fourré au foie gras, ce qui est une cascade que même Ethan Hunt n'oserait sans doute pas tenter. Et puis voilà, je vais voir Mission Impossible, mi-8 pour les intimes, et puis je vous raconte après. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, c'est d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Anaïs se fait des films. Se fait quoi ? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films ? Anaïs se fait des films. Est-ce que tu vas avoir le tri au GTL ? Bah non, je peux pas, faut que je rattrape le Ducournau en Bazin et après faut que je file à la plage de la Quinzaine. Vous n'avez rien compris à cette phrase ? Vous ne savez pas qui est Raoul, ni ce qu'est la plage Magnum ? Pas d'inquiétude. Bienvenue dans ce 3e épisode de Anaïs se fait des films, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du Festival de Cannes. Aujourd'hui, je vous explique comment parler la langue de Cannes. Quand je faisais mes études à Austin, au Texas, je me suis prise de passion pour le championnat de volley-ball de mon campus universitaire. C'est pas parce que je suis particulièrement fan de volley, C'est surtout parce que chaque match était accompagné d'une multitude de rituels très ludiques que tous les supporters reproduisaient dans les gradins. Pour chaque point marqué, il y avait un chant spécifique et quand notre équipe marquait 5 points, il fallait se lever, tourner sur nous-mêmes et frapper dans nos mains. Oui, je vous le cache pas, on avait l'air un peu con, mais c'était comme un protocole secret, j'avais l'impression de m'approprier une nouvelle langue, et c'est un peu pareil à Cannes, même si globalement on y trouve moins de chapeaux de cow-boy. À Cannes aussi, il y a tout un ensemble de traditions et de règles tacites que l'on adopte très vite par mimétisme. La première, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est qu'on prononce rarement le titre des films. À la place, on va plutôt les désigner par le nom du réalisateur ou de la réalisatrice. Par exemple, on ne dit pas Anatomie d'une chute, on dit Le Trier. On ne dit pas Killers of the Flower Moon, mais Le Scorsese. Pourquoi ? Déjà parce que souvent, les noms des cinéastes, on les connaît, alors que les titres des 150 films qu'on n'a pas encore vus, pas forcément. Surtout, je crois que vous l'avez bien compris, à Cannes, on n'a pas le temps pour des mots entiers, encore moins des phrases ou des titres de films. Si vous lisiez les SMS que j'envoie en festival, c'est honteux. Jean d'Ormesson ne serait vraiment pas fier de moi. Tous mes échanges ressemblent à une série d'abréviations incohérentes, même pour moi. Mon autocorrect est en PLS, les verbes sont portés disparus, la ponctuation en alerte enlèvement. Au bout de 2 jours, je ne dis plus « Est-ce que tu peux me garder une place en salle de Bussy, s'il te plaît ?» mais « Siège dub, s'il te plaît ». Oui, mes amis m'adorent. C'est un miracle qui me parle encore, mais on fait tous ça en fait. Et du coup, c'est pareil avec les titres de films. Comme le disait le grand Faf Larage, j'ai pas le temps. Attention! Néanmoins, la règle peut changer si le titre du film est moins long que le nom du cinéaste. Par exemple, on ne dira pas le Ducournau, mais Alpha, parce que ça fait moins de lettres. Et il faut savoir que beaucoup de films sont souvent retitrés après le festival, donc on évite de s'attacher pour rien. Par exemple, Sans filtre, la Palme d'Or de Ruben Östlund s'appelait à la base Triangle of Sadness, et le titre français a été rajouté évidemment après le festival. Et personnellement, je n'ai toujours pas accepté que La Passion de Dodin Bouffant ait abandonné son titre original choisi à Cannes, The Pot-au-Feu. The Pot-au-Feu, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai passé tout le festival à demander aux gens s'ils avaient vu le pot-au-feu, ce qu'ils avaient pensé du pot-au-feu, s'ils avaient autant aimé que moi le pot-au-feu. Et quand je parlais à des Américains, ils disaient The Pot-au-Feu, c'était encore mieux. Bah voilà, je me suis trop attachée à ce titre et évidemment, quand le titre a changé a posteriori, ça m'a fait mal, j'étais trop investie émotionnellement. Autre règle cannoise dans le désordre, les soirées sur la plage sont moins stylées que les soirées sur les yachts, qui sont elles-mêmes moins stylées que les soirées dans les villas. Globalement, je ne suis invitée à aucune, donc je me pose pas trop la question dans tous les cas. Si, aux abords du palais, vous croisez plein de gens en tenue de soirée avec des pancartes écrites à la main, « Une place, s'il vous plaît, pour le Tarantino », c'est absolument normal, c'est des gens qui essayent de choper des invites. Il y a plein de cinéphiles tous les ans qui n'ont pas d'accréditation pour le festival, mais qui veulent voir des films et participer un peu à cette ébullition collective. Et donc, ils viennent en tenue de soirée, prêts à monter les marches à la dernière minute, avec leurs petites pancartes. Et le truc qui est fou, c'est que ça marche quasiment à chaque fois. J'avais demandé à plein de gens autour du palais si ça marchait, et ils m'avaient dit oui, faut juste un peu mettre sa dignité de côté, mais il y a toujours quelqu'un qui finit par nous refiler une invitation dont il n'a pas besoin. Et bien sûr, règle la plus importante, vous ne croiserez des vendeurs de parapluies sur la croisette que quand il risque de pleuvoir, mais jamais quand il pleut. Je connais cette théorie. Un festival de cinéma, c'est pas que des conventions, des manières de parler, c'est aussi des sons.
Chaque festival a un univers sonore bien à lui. À Venise, par exemple, j'adore entendre les annonces des opérateurs de Vaporetto, les petits bateaux qui nous emmènent au festival, ou le son très particulier que font mes pas sur les marches des ponts de la ville. En fait, c'est un truc qui est spécifique à Venise. À cause de l'eau qu'il y a partout dans la ville, le son se réverbère. Et ça crée un écho un peu creux à chaque fois qu'on marche, surtout la nuit quand il n'y a pas beaucoup de bruit autour. C'est un son que vous pourrez entendre dans les films qui ont été tournés à Venise, notamment le très célèbre Don't Look Now, qui est sorti en 1973. C'est un son que j'adore. À Cannes aussi, il y a des bruits très spécifiques, il y a les cris des photographes et la musique incessante du tapis rouge qui retentit aux abords du palais quand la montée des marches démarre. On peut l'entendre quand on travaille dans la salle de presse parce qu'elle est située juste à côté des marches, donc c'est un bruit auquel je suis très habituée. Il y a aussi les cris des mouettes, très agressifs, qui font des battles dans la rue quand on rentre le soir. Mais pour moi, les sons les plus typiquement cannois, c'est ceux qu'on entend lors des projections. Chaque sélection déjà a sa musique d'introduction que l'on connaît par cœur et qu'on se prend à fredonner quand on commence à perdre la boule, généralement au 8e ou 9e jour. Et la musique qui me file toujours des frissons, c'est celle qui ouvre chaque film de la sélection officielle. En fait, c'est le thème des Moissons du ciel de Terrence Malick. Et au fil des années, c'est devenu pour moi un son hyper réconfortant, presque hypnotique. Dès que je l'entends, je ressens une légère excitation parce que je sais que je m'apprête potentiellement à voir un très grand film. Mais on va pas se mentir, l'une des traditions les plus importantes de Cannes, et dont vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est celle qui concerne les applaudissements et les huées. J'ai assisté à plein d'autres festivals de cinéma, le public est toujours assez investi évidemment, mais je dois dire qu'à Cannes, il est particulièrement vocal. Il y a une atmosphère de jugement en fait, et ça paraît assez logique puisqu'on sait, comme je vous le disais dans le 2e épisode, que Cannes c'est le lieu suprême où les plus grandes œuvres cinématographiques de l'année se retrouvent en compétition. Voilà comment ça se passe. Déjà, il est de coutume d'applaudir au début des films. Ça peut être pour signaler son enthousiasme, si c'est le nouveau film d'un très grand réalisateur comme Scorsese ou Tarantino, l'ambiance va être assez survoltée. Mais on applaudit aussi au début de quasiment toutes les séances par simple marque de respect. Parfois, il y en a aussi certains qui applaudissent en voyant un nom spécifique apparaître au générique. Moi, si je vois Ryan Gosling, honnêtement, j'applaudis. Ça, c'est ma règle personnelle. Girl World had a lot of rules. Mais là où tout se passe, c'est à la fin du film. Une fois que le film se termine, on peut donner son avis, gros R guillemets à donner son avis, de manière assez bruyante. Ça ressemble un peu à un applaudimètre de fête foraine, c'est-à-dire que ceux qui ont adoré applaudissent très fort, et ceux qui ont détesté se mettent à huer. Je dirais pas qu'il y a des huées à chaque séance, et honnêtement, il y en a moins ces derniers temps que pendant mes premières années, il y a 10 ans. J'avoue que la première fois que j'ai vu ça, j'étais un peu choquée. Je trouve que c'est assez violent de huer l'œuvre d'un cinéaste. Moi, ça me viendrait pas forcément à l'esprit de le faire, même pour des films qui m'ont vraiment offensé politiquement, ce qui peut arriver. Mais ça fait vraiment partie de la tradition à Cannes et c'est souvent ça qui crée même la légende de certains films. Il y a des films cultissimes qui ont été hués à Cannes. Taxi Driver, par exemple, de Scorsese, a été hué. Un exemple très très connu, c'est Sous le soleil de Satan, de Maurice Pialat, qui a été un film vraiment détesté par plein de monde et qui aujourd'hui est quand même considéré comme un très grand film. Il y a eu Sailor et Lula de David Lynch, qui a été hué lorsqu'il a reçu la Palme d'Or. On en avait parlé d'ailleurs dans un épisode d'Amis. Et puis il y a certains cinéastes, honnêtement, qui sont abonnés aux huées. Avant même d'avoir vu le film, on s'attend un peu à ce que ça se produise parce que c'est des cinéastes qui vont un peu rentrer sous la peau des gens. Il y a Lars von Trier, il y a Gaspar Noé, qui sont un peu attendus au tournant. Il y en a un autre, c'est Nicolas Winding Refn, qui a fait Drive, qui est un de mes films préférés, et qui avait présenté The Neon Demon quand j'étais à Cannes. Et je me souviens qu'à la fin du film, il y avait eu vraiment beaucoup de huées. Mais les huées, en fait, ça indique le fait que le film suscite des réactions très fortes. Et donc, c'est aussi une très bonne manière de voir quels sont les films qui font réagir. Le pire qui puisse arriver à un film, c'est qu'il se termine et que tout le monde se lève et parte sans aucun bruit. Ça peut arriver quand c'est une séance particulièrement puissante. Dans mon souvenir, après La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui parle de la Shoah, personne n'a fait beaucoup de bruit et je pense que là, c'était plus parce que tout le monde avait besoin de digérer le film. Mais globalement, quand il n'y a aucune réaction à la fin d'un film, alors qu'il y a des centaines de personnes dans la salle et que ça fait partie de la tradition, ça indique plutôt l'indifférence du public et ça, honnêtement, ça pique un peu. Parfois, pour montrer son mécontentement face à un film, ce qu'on peut faire, c'est aussi partir. Vous m'avez demandé si ça m'arrivait de le faire et si j'avais le droit de le faire. Alors oui, on a le droit de le faire. Parfois, on part aussi en avance parce qu'on doit aller faire une interview ou quelque chose comme ça. C'est un peu cruel de ne pas voir un film en entier, mais on est là pour le travail et ça peut arriver.
Mais il y a des films pendant lesquels on parle du bruit des sièges qui claquent parce qu'il y a plein de gens qui vont se lever tout au long de la projection. Et là, on sent aussi que c'est parce que le film suscite des réactions assez viscérales dans le public et qu'il y a des gens qui sont tellement écœurés qu'ils refusent de continuer de regarder le film. Quand il y a 3-4 personnes qui se lèvent dans une séance, on se dit que c'est a priori parce qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes ou de passer une interview ou de faire autre chose. Quand la moitié de la salle se lève tout au long du film, c'est qu'il se passe quelque chose avec le film. C'était le cas pour Cow d'Andrea Arnold, qui est un documentaire sur des vaches que personnellement j'ai adoré, mais qui avait un parti pris assez unique, et donc je peux comprendre que ça n'ait pas plu à tout le monde. C'est aussi arrivé avec Intermezzo, le film de Abdelatif Kechiche, qui a uniquement été diffusé au Festival de Cannes et qui n'est jamais sorti derrière. Honnêtement, c'est une histoire à part entière qu'il faudrait que je vous raconte et qui prendrait beaucoup plus de temps. Mais c'est un film qui a provoqué aussi des réactions de rejet assez fortes, y compris chez moi, mais je suis restée jusqu'au bout. Mon travail, c'est d'avoir un avis sur les films et je peux pas émettre un avis sur un film dont j'aurais vu que la moitié. Donc même si je déteste, je reste jusqu'à la fin, en partant du principe que je peux peut-être changer d'avis à la fin. Parfois, une dernière séquence, honnêtement, ça peut tout débloquer. Et aussi en me disant que j'assumerai pas le fait de dire que ce film est absolument détestable si je l'ai pas vu jusqu'au bout. Donc voilà, personnellement, je reste jusqu'au bout, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a aussi des cas rares mais mémorables de séances où l'ambiance est anormalement survoltée. C'était notamment le cas avec la première séance de presse de The Last Face de Sean Penn, dont j'avais parlé avec Marie Telling dans un épisode d'Amis, le podcast qu'on anime toutes les deux, qui était consacré à ce film. Le film démarre de manière assez risible et dès les premières secondes, des ricanements ont retenti dans la salle. Et en fait, tout au long du film, les ricanements n'ont fait que s'amplifier. Il y avait une espèce de communion assez cruelle, en fait, autour de la réception de ce film. À la fin, il y a eu des sifflets, des huées. J'avais jamais vécu ça. Le film a été massacré, en fait. À tel point que Thierry Frémaux raconte l'événement dans son livre « Sélection officielle ». Il raconte à quel point Sean Penn est arrivé abattu le lendemain des premières réactions presse. Et d'ailleurs, le planning de Cannes a été changé l'année d'après, et c'est en partie à cause de ça. Maintenant, les séances presse ne précèdent pas les avant-premières pour protéger un petit peu les artistes et qu'ils puissent vivre leur avant-première et leur montée des marches sans le poids horrible de savoir que tout le monde s'est foutu de la gueule de leur film 2 heures plus tôt. Ça pose beaucoup de problèmes d'emploi du temps pour les journalistes, et c'est en partie à cause de Sean Penn. Vous avez aussi été nombreux à me poser des questions sur les standing ovations. C'est vrai qu'il y en a tous les jours. Généralement, elles se produisent lors des séances de gala, c'est-à-dire les avant-premières officielles, auxquelles on trouve quelques journalistes. Généralement, on les repère parce que c'est ceux qui sont mal coiffés et qui ont des cernes plus creusées que le Grand Canyon. Mais la plupart des gens qui sont à ces projections, c'est des gens qui ont des invitations et évidemment de l'équipe du film. L'équipe, le cinéaste, les comédiens montent les marches, puis ils sont applaudis au moment d'entrer dans la salle, juste avant le début du film. Mais la vraie coutume, c'est à la fin du film. Pendant que le générique de fin est en train de défiler, les lumières de la salle se rallument, une caméra se pointe sur le ou la cinéaste et son équipe, et c'est projeté sur grand écran, et généralement là, tout le monde applaudit et se lève. Alors parfois on le fait parce que le film est incroyable et qu'on veut vraiment applaudir ce cinéaste et lui dire qu'il a fait du super boulot, mais évidemment il y a quelque chose d'un peu forcé. C'est comme quand tout le monde se met à chanter Joyeux anniversaire au resto, si t'es à la table d'à côté, t'es un peu obligé de te joindre au groupe. Perso, je refuse toujours de faire ça car je déteste la joie. Le problème, c'est qu'on a tellement pris l'habitude de mesurer ces fameuses réactions vocales si typiques du festival et de les transformer un peu en légende autour des films, que ça peut prendre des proportions parfois risibles. Il y a certains médias qui chronomètrent les standing ovations, qui publient ensuite des articles dessus, comme si ça pouvait donner une indication valable sur la popularité du film en question. Mais le plus souvent, c'est assez artificiel et c'est juste une marque de respect envers le ou la cinéaste qui a fait le déplacement pour présenter son film et qui est stressé parce qu'il est en compétition. Et d'ailleurs, typiquement, personne ne va huer un film en séance de gala alors que le réalisateur est présent, ça se fait vraiment pas. Même si un journaliste américain l'a fait il y a quelques années, à la fin de la projection de Tori et Lokita des frères Dardenne. You are not cool. Plus tard dans cet épisode, vous entendrez mes interviews avec des attachés de presse de films présents à Cannes qui vous expliqueront leur boulot et leur rapport au festival. Je vous parlerai aussi évidemment des films que j'ai vus lors de ces 2 premiers jours de compète. Je ne vais pas pouvoir vous parler de tous les films parce que je parle trop et que ça prendrait sans doute des heures. Alors j'en ai sélectionné 4. Une déception, une jolie trouvaille, un film nécessaire et un coup de cœur. Ouais, j'ai déjà un coup de cœur, je vous avoue que je suis très contente et j'ai hâte de vous en reparler. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler de ma tradition préférée du festival et de loin la plus chelou.
La première fois que j'ai vu un film dans la salle Debussy, qui est réservée généralement aux projections de presse, j'ai assisté à une scène un peu étrange. Juste avant que le film ne démarre, alors que la salle était plongée dans le noir, j'ai entendu quelqu'un pousser un cri incompréhensible, du genre « Aouh !» Il y en a un deuxième qui l'a suivi, puis un troisième. Le film a commencé, ok. En sortant de la projection, j'ai demandé à une consoeur « C'est quoi que les gens criaient au début du film ?» Et elle m'a répondu « C'est la tradition, ils crient Raoul ». Mais évidemment, je me suis posé la même question que vous, c'est qui Raoul ? Eh bien, en 10 ans, j'ai entendu toute une variété de théories sans jamais vraiment savoir laquelle était la bonne. Alors cette année, j'ai posé la question à plusieurs personnes et effectivement, personne n'arrive à se mettre d'accord sur l'origine de ce Raoul. Raoul! La légende veut qu'en soi, c'était un projectionniste ou un ancien producteur qui arrivait toujours à la bourre dans les projections et qu'il y a quelqu'un qui lui gardait à chaque fois une place et que quand il entrait, il disait hey, « Raoul, on est là !» qui est une des plus belles légendes de Cannes, évidemment, veut que ça vienne de là. On m'a raconté que c'était un couple, un vrai couple dans la vraie vie. Et c'est sa femme qui a appelé son mari qui était en retard et qui l'a appelé Raoul pour lui dire qu'elle était à tel endroit pour qu'il vienne la rejoindre. Parce qu'évidemment, ça se passait, je pense que la lumière s'était déjà éteinte ou à peu près. Et je pense que sa voix a dû faire rire les gens parce qu'elle a crié avec une voix un peu aigrelette et ridicule. C'est comme ça que moi, ce qu'on m'a raconté. Est-ce que c'est ça la vraie histoire? Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, on continue à perpétuer Raoul. Enfin, bon, je vais pas le faire avec la voix de Fosset. Est-ce que tu as déjà crié Raoul, toi, Non, jamais. en Debussy? En revanche, j'attends. C'est-à-dire que si je l'ai pas, je suis très déçue. Moi, j'avais compris que c'était le dernier jour du dernier film de Compète. C'était une sorte de râle de soulagement. Moi, je l'ai jamais entendu. Du coup, je suis un peu triste de pas l'avoir vécu. Par contre, j'ai un collègue, Thierry, qui s'amuse à hurler un truc à chaque fois à la dernière projo de Compète, le vendredi matin en salle Bazin. Et l'année dernière, il a crié mon nom. Il a crié « Il est où Maestracci ?» qui est une phrase extraite de Borgo, le film de Stéphane de Moustier. C'est une des premières phrases du film et c'est une vraie phrase. Donc moi, j'avais honte. Je ne sais pas, mais c'est la tradition, il faut la respecter. Il faut crier Raoul. T'as déjà crié Raoul, toi? Oui. Je l'ai longtemps pas su, et puis brièvement je l'ai su, et je l'ai oublié. Alors c'est à la séance de 19h à Debussy, quand ils lancent le générique avec la musique de Saint-Saëns, avec l'escalier. C'est juste quand ils font le noir, à ce moment-là, c'est Raoul. Pour dire que c'est vrai que c'est moins qu'avant, même parfois il n'y a pas, je crois. Et il y en a de moins en moins. Ouais, il y en a de moins en moins, alors qu'il y a 20 ans, il y avait genre 40 mecs qui criaient en même temps Raoul. C'est toujours des garçons, je sais pas pourquoi. Et du coup, quand il y a personne qui le dit, j'essaye d'en faire un petit timide, mais j'ai pas encore osé le faire à fond. Mais ce qui est drôle, c'est quand les mecs imitent, en fait, la femme qui appelle son mari. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut que les femmes se réapproprient le Raoul et que très bien. Les personnes qu'on entend généralement très bruyamment dans les projections, et notamment à Cannes, c'est des hommes, parce que c'est eux qui osent prendre plus d'espace aussi, tu vois. Oui, tu as raison. Et du coup, je me dis que faut montrer que les femmes aussi, elles peuvent être bêtes et crier Raoul. Le mec qui le faisait à l'origine, je pense que j'ai un peu assisté à ça à mes premiers festivals, c'était vraiment Raoul. C'était avec la grosse voix. Attends, c'était en quelle année du coup, tes premiers festivals? Moi, mon premier, c'est 97. Okay. Donc, ouais. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ça remonte à mai 68. Ah, probablement. Quand je suis arrivé en 97, c'était déjà vraiment dans les rails. Hein. Je veux dire, moi, je découvrais le truc, tout le monde se foutait de moi. Hein. Et du coup, toi, t'as déjà crié Raoul? Ouais. C'est vrai? Dès 98, j'ai dit waouh, ouais, pas que je rate Raoul. Ouais, bien sûr. Et maintenant tu le fais plus? Non, mais je devrais parce que ça se perd. Je vais le faire là. Ah, très bonne bien. idée. On compte sur toi. Alors je pense que Raoul c'est Bruno Kras, le journaliste d'Europe 1. Je crois que la légende c'est qu'en fait un journaliste une fois a demandé où était le Raoul dans la salle et du coup il l'a imité et comme il a une voix qui porte beaucoup, c'est devenu une espèce de rituel amusant qui a un peu disparu parce que je pense que Bruno vient moins au festival. J'ai une théorie là-dessus et je me demande si ça vient pas du temps de jadis où les gens demandaient au projectionniste qui s'appelait Raoul de lancer le film. Et du coup ils disaient là, Raoul, lance le film. Et on a gardé que Raoul. Quoi qu'il en soit, voir une projection de presse en Debussy et ne pas entendre quelqu'un qui crie Raoul au début, franchement, pour moi, il manque quelque chose. C'est une tradition à laquelle je suis devenue bizarrement attachée. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai remarqué depuis le Covid qu'il y a moins de Raoul. Je sais pas si c'est parce que il y a toute une génération de critiques qui a arrêté de venir après le Covid. C'est vrai que ça a été quand même une grosse perturbation pour le festival et il y a beaucoup d'habitudes qui ont changé. Je n'ai pas du tout de statistiques dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de jeunes dans les critiques qui viennent à Cannes ces dernières années. Et donc peut-être que la tradition est un peu en train de se perdre. J'avoue que moi, ça me fait un peu de la peine. Mais quand il y a des gens qui crient Raoul, je suis assez émue de passer le flambeau et d'expliquer à d'autres critiques, dont c'est la première année au festival, quel est ce cri étrange qui retentit en salle Debussy.
Maintenant, vous le savez aussi, si un jour vous venez à Cannes, je compte sur vous pour crier Raoul en salle Debussy. Pour pouvoir faire des interviews, à Cannes comme à Paris, il faut passer par une personne incontournable, c'est l'attaché de presse. Toute l'année, il et elle font le lien entre les films et les médias en organisant des projections réservées aux journalistes, en récoltant les retours de ces derniers sur les films et en organisant ces fameuses interviews. En période de festival, vous vous en doutez, leur activité est encore plus intense, mais j'ai quand même réussi à parler à 2 d'entre elles pour qu'elles me racontent ce travail de l'ombre. La première, c'est Karine Durance. On la reconnaît facilement grâce à ses éternelles lunettes noires et créoles hyper larges, mais c'est aussi et surtout l'attachée de presse de Justine Triet depuis longtemps, et comme elle a vécu la folie Anatomie d'une chute il y a 2 ans, j'avais très envie qu'elle m'en parle. Tu vas à Cannes depuis combien de temps ? Plus de 20 ans. Et ça représente quoi pour toi le Festival de Cannes ? Ça représente un travail colossal et passionnant aussi. Tu m'as dit la dernière fois qu'on s'en est parlé que tu n'avais pas du tout envie d'y aller. Non, mais c'est-à-dire que moi j'adore l'idée d'être avec mes équipes des films que j'ai choisis et que j'aime, avec tous les critiques pour en parler. Enfin, bon, c'est le côté merveilleux de Cannes, c'est qu'on peut échanger tout le temps, parler de cinéma, etc. Ce qui est plus dur, c'est l'ambiance globale, quoi. On a un peu l'impression de vivre hors sol. Et chaque année, malheureusement, on sent un décalage encore plus grand, en fait. Tu trouves que ça, oui, c'est de avec pire en tout pire ? ce qui se passe dans le monde, on a vraiment l'impression d'être dans une bulle et peut-être pas la bonne bulle. Ouais. Dans les choix de films que je fais, c'est l'occasion beaucoup, et dès que je peux, de mettre sur la table des sujets forts qui nous concernent tous. Et voilà, c'est ma toute petite contribution à ce monde qui est en train de dérailler complètement. On t'a déjà posé la question 1000 fois, je pense, mais quand tu apprends que Anatomie d'une chute gagne la Palme d'Or, ça représente quoi pour toi, professionnellement ? Non, mais sur le coup, c'était une surprise énorme. On s'attendait à avoir un prix, hein. Mais moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait la Palme d'Or. Je voyais petit à petit, Et puis quand ils ont annoncé le Grand Prix et que c'était pas nous, j'ai dit ah. Et bon, j'étais déjà à faune, comme je suis très souvent à faune à Cannes, donc j'ai fait tout le monde m'a regardé. Je m'en souviens. Je crois que j'ai gonflé de partout. J'ai pas compris. Puis ce qui m'avait fait aussi hyper plaisir, tout de suite après, c'est son discours, en fait. Donc je me suis dit, voilà, quelqu'un, et je parlerai pas du tout de courage, hein, mais je parlerai qui dit les choses. Mais ça faisait du bien d'entendre, parce que je trouve que dans le milieu du cinéma, il n'y a pas assez de prise de parole politique en général. Et à un moment donné, ça s'impose. Et le fait que le film aille jusqu'aux Oscars, comme ça, enfin, qu'est-ce après, c'est fou. Ouais. C'est un tourbillon. Ouais, ça nous dépasse, quoi. À ce stade, ça nous dépasse. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent sur ton métier, s'il y a une incompréhension, par exemple, que les gens ne comprennent pas sur ce que tu fais, quoi ? En tout cas, on n'est pas des vendeuses de choux et de carottes. Non, mais c'est vraiment choisir un film, c'est un vrai choix, c'est un vrai questionnement. Enfin, pour moi, c'est vraiment une aventure aussi humaine. On vit vraiment minimum 3 mois ensemble sur un film. Mais parfois c'est bien plus. Si justement à Cannes il y a des prix, etc., d'autres trucs, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an l'aventure. Donc c'est pas rien et ça crée des liens très très forts. Ça correspond à des vrais choix et des vraies histoires. Puis voilà, mais attachez pas, faut être vraiment, je pense, curieux des autres, patient, ça reprendre sur soi aussi. Comme on a beaucoup parlé d'étiquette pendant cet épisode, je me suis demandé à quoi ressembleraient les 10 commandements du Festival de Cannes, si on devait mettre au point des règles immuables que tout le monde doit respecter. Merci d'ailleurs à tous mes confrères et consoeurs qui m'ont un petit peu inspirée quand je leur ai demandé quels étaient les trucs qui les saoulaient le plus pendant le Festival de Cannes. Voici donc les 10 commandements du Festival de Cannes. Tu ne convoiteras pas une rangée de sièges entière pour tes camarades imaginaires qui ne sont pas encore rentrés dans la salle. Tu crieras Raoul à chaque fois que tu démarres une projection de presse en Debussy. Tu n'auras pas d'autre Dieu que la billetterie en ligne, même si, comme Dieu, elle est assez sadique. Tu n'enlèveras point tes chaussures avant que les lumières ne soient éteintes, et tu éviteras aux autres de faire un eye contact dévastateur avec tes gros orteils tout poilus. Alinéa, si tu pues des pieds, tu n'enlèveras point tes chaussures. Point. Tu ne réserveras point ta précieuse chaise en salle de presse pour ensuite disparaître pendant 3 heures alors qu'il y en a qui sont assis par terre, condamnés à écrire leurs articles à même la moquette. Non, ce n'est pas du tout tiré d'une expérience personnelle. Respecte ton prochain et fais bien attention à ne pas laisser claquer la porte des salles de projection quand tu sors faire pipi.
Tu ne spoileras point les twists des films diffusés à Cannes, parce que putain, Catherine, on est parmi les premiers dans le monde à voir ces films, c'est pas pour être spoilé direct en fait. Ne juge pas ton prochain, car nous avons tous dormi devant un film. Tu ne doubleras pas les gens dans la file d'attente pour Mission Impossible, comme si de rien n'était, mec, ça se fait pas sérieux. Et pour finir, tu ne diras point « vous savez qui je suis » pour essayer d'entrer en soirée ou d'impressionner les filles, parce que si tu dois poser la question, Jean-Bernard, c'est que non, on ne sait pas qui tu es. J'ai aussi discuté avec Claire Virouleau, elle aussi travaille à son compte, et elle a une petite méthode bien à elle. Au début de chaque projection de presse à Paris, elle vient devant l'écran et s'adresse à l'ensemble des journalistes présents pour les remercier d'être là, leur donner les infos à retenir ou les dates d'interview potentielles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que journaliste, on peut passer des années à ne communiquer avec les attachés de presse que par texto et par mail, sans même savoir à quoi ils ressemblent ou sans que eux sachent à quoi on ressemble. Claire, c'est la seule que je connaisse qui vienne se présenter à l'ensemble des journalistes au début des séances. Je trouve que ça permet d'incarner un peu plus son métier et puis ça crée forcément un lien direct avec les journalistes. Alors j'avais très envie qu'elle m'explique pourquoi elle a décidé de faire ça. Pour les gens qui s'y connaissent pas trop, ça fait quoi une attachée de presse cinéma ? Une attachée de presse de cinéma est embauchée par le distributeur pour que l'on entende parler du film au moment de sa sortie. De toutes les manières possibles, à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur le web. Je crois que t'es la seule attachée de presse que je connaisse qui vient parler des films avant les projections. Ça m'a toujours frappée parce que je vois pas justement les autres attachés de presse faire ça. Pourquoi tu fais ça ? Comme je suis indépendante, j'ai une ligne éditoriale que je choisis. Je suis pas salariée d'une grosse boîte de distribution comme chez Disney ou Warner, où les attachés de presse font tous les films Disney, tous les films Warner. Moi, je choisis les films et j'aime bien expliquer pourquoi, un peu partager mon coup de cœur pour ce film et parfois aiguiller un peu les journalistes avant la projection, pas sur ce qu'ils doivent en penser bien sûr parce que ça c'est pas mon métier et ce serait contre-productif. Je fais ça depuis le confinement. Ah ouais. J'ai beaucoup souffert comme toutes les attachées de presse du fait de déprogrammer des films. Certains films ne sont finalement jamais sortis, beaucoup ont été décalés. On était peu en contact, voilà, c'était un moment de solitude. Et en même temps, ça a été aussi un moment d'amitié. Il y a des journalistes qui m'appelaient juste pour savoir comment ça allait. C'était assez chouette. Et j'ai eu envie, à l'issue du confinement, de commencer à leur parler. Je pensais que ce serait éphémère. Et finalement, j'ai pérennisé l'habitude. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Moi, j'aime bien. En tant que journaliste, je trouve ça chouette. J'ai eu plein de retours positifs aussi. C'est ce qui m'encourage à continuer. Cannes, ça représente quoi pour toi dans ton année ? En termes de chiffre d'affaires ou en termes d'énergie ? Les deux. Ça représente un rendez-vous incontournable. Là, ça va faire la 25 ou 26e édition. Je pourrais difficilement ne pas y aller. Bien sûr, je fais bien d'autres films que les films cannois. Cette année, par exemple, pour le moment, j'en ai 2. Et sur l'année, pour te donner une idée, j'accompagne 16 films environ. Donc, à la fois, c'est important et c'est pas non plus capital, quoi. C'est pas le plus gros moment de ton année d'attaché de presse. C'est très intense. Pour les attachés de presse, c'est assez ingrat, Cannes, parce qu'on court vraiment dans tous les sens. Une fois, justement, j'en discutais avec un journaliste qui me disait qu'on était les 2 corporations pour lesquelles c'est le plus dur, parce que... Et en plus, nous, on est un peu la 5e roue du carrosse, c'est-à-dire qu'on est invité à rien, il faut toujours quémander... Personne ne nous attend, personne ne nous admire, c'est pas ce qu'on demande, mais on est vraiment les ouvriers. À ce moment-là, on en prend encore plus conscience que durant toute l'année. Tu dors combien d'heures par nuit à Cannes ? C'était un peu une blague entre journalistes, copains et tout. C'est que longtemps, je disais que mon secret de beauté, c'était non pas que je sois absolument magnifique, mais j'ai l'air pas trop fatiguée. Je disais que c'était de ne pas quitter une fête après 1h du matin. Voilà, donc là, je m'y tiens quand même depuis de nombreuses années. Et puis maintenant, je vieillis. Donc, de toute façon, avant, c'était un arrachement de quitter une fête à 1h. J'avais vraiment l'impression d'être Cendrillon. Maintenant, ça fait un peu blasé, mais toutes les fêtes se ressemblent un peu. Franchement, je suis d'accord. Moi, il y a une question que je me pose. Pourquoi autant d'attachés de presse cinéma sont des femmes ? Historiquement, il y avait beaucoup d'hommes. Après, ça s'est équilibré. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a plus de femmes. Il y a eu, voilà, des mouvements comme ça, de genre. Les très gros attachés de presse qui demandent énormément d'argent sont encore des hommes. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mais non, je ne sais pas vraiment pourquoi. Ou disons que peut-être, j'ai une petite idée, peut-être qui sera qualifiée de féministe, c'est que je pense qu'on n'a pas de problème d'ego et qu'on peut travailler dans l'ombre assez facilement.
Alors que peut-être que chez les hommes, c'est plus compliqué. En fait, il faut pas avoir soif de reconnaissance quand on est attaché de presse. On disait, moi, quand j'ai commencé il y a 25, 26 ans, je me souviens plus très bien, on m'avait prévenu, on m'avait dit, si un film marche, c'est grâce au film, c'est grâce aux distributeurs, aux producteurs, à tout le monde. Mais si le film ne marche pas, ce sera de la faute de l'attaché de presse. Mais n'attends jamais un remerciement suite à un succès. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moins vivre. I had a dream about this place. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? C'est le moment de parler des films vus à Cannes ces 2 derniers jours. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai dû faire des choix, je peux pas vous parler de tous les films. Du coup, j'en ai sélectionné 4. Et je commence par les mauvaises nouvelles. La déception, c'est Mission Impossible 8. Ouais, désolée. Je suis une immense fan de la saga, mais là, j'avoue que même les sprints atomiques de Tom Cruise ne pourraient pas sauver ce dernier volet. Ça ressemble plutôt à la scène d'exposition la plus longue de l'histoire. J'ai tellement levé les yeux au ciel que je crois que je me suis fait une crampe aux rétines. Évidemment, il y a des séquences d'action qui sont assez réussies, mais par rapport à toutes les séquences d'action spectaculaires que la saga a pu produire, là, je dirais que c'est pas vraiment au niveau. C'est aussi un film qui se prend extrêmement au sérieux. Forcément, comme c'est le dernier Mission Impossible, ils veulent absolument boucler toutes les boucles, faire revenir plein de personnages, faire des liens avec tous les personnages qu'on aurait vus dans la saga. C'est pas forcément nécessaire et ça alourdit énormément le film, alors que c'est quand même censé être un divertissement extrêmement fun. Là, ça manquait un peu de divertissement et un peu de fun. Pour une saga qui a été vraiment ébouriffante depuis ses débuts, je trouve que c'est un petit peu dommage de terminer là-dessus. Après, ça faisait un petit break sympa dans le festival. La belle trouvaille, c'est L'intérêt d'Adam, de Laura Vandel. Je dis trouvaille parce que c'est pas forcément le film à plus haut profil du festival, mais je sais pas si vous vous en souvenez, Thomas Rosso m'en avait parlé déjà dans l'épisode précédent. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit que ça les avait fait pleurer, et moi aussi, j'avoue, j'ai lâché ma petite larme. C'est un film d'1h15 à peine, qui se déroule quasiment en temps réel, et qui suit l'infirmière en chef d'un service d'urgence pédiatrique. Elle est jouée par Léa Drucker. On la voit s'occuper de plusieurs patients dans le film, mais il y a un cas en particulier qu'on va suivre. C'est celui d'Adam, qui est un enfant qui souffre de carences très sévères parce que sa mère refuse de le nourrir correctement. Et ce que je trouve très fort dans le film, c'est que déjà, à aucun moment, il va diaboliser le personnage de la mère. Elle est nocive pour son enfant, on le comprend, mais on voit aussi qu'elle veut son bien. Et ce que le film nous dit, c'est que c'est une mère isolée qui, dans un monde idéal, aurait aussi été accompagnée par des services sociaux, par un psychologue pour mieux gérer sa maternité en solo. Là, c'est pas le cas. Et donc, quand elle est débordée, non seulement elle prend des mauvaises décisions, mais en plus, l'hôpital va vouloir avoir recours à des décisions beaucoup plus radicales pour régler le problème, plutôt que de l'accompagner dans la douceur. Et la seule personne qui essaye d'avoir un peu de bienveillance et de patience avec elle, c'est le personnage de Léa Drucker, alors qu'elle-même, elle est à bout. On voit vraiment la fatigue sur son visage pendant tout le film. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que ça devrait pas être à cette mère de payer le fait que l'hôpital public manque de moyens. Donc évidemment, c'est un discours qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres sur l'hôpital en ce moment, que ce soit Hippocrate ou The Pitt, par exemple, dans les séries télé. C'est un film qui a une montée en tension très progressive, qui a ce côté immersif, forcément très captivant. Et en même temps, ce que j'ai trouvé de très fort, c'est qu'il contourne justement tous les passages un peu obligatoires du film Coup de poing. Au contraire, c'est plein de finesse et de nuances. Il y a une scène en particulier qui a retenu mon attention. C'est un moment où l'infirmière, jouée par Léa Drucker, appelle sa propre fille, qu'elle aussi a élevée seule, et elle lui demande « Est-ce que t'as mangé ?» Et c'est une question qui est réglée en 10 secondes. Alors que pour le personnage de la mère, jouée par Anna Maria Vortolomei, qui est aux urgences pédiatriques, ça n'a rien de simple, nourrir son enfant correctement, et c'est un enjeu quasiment de vie ou de mort. J'ai trouvé que le film utilisait très bien la retenue, alors que c'est un sujet qui aurait pu être traité de manière beaucoup plus sensationnaliste. Et c'est un film très brut, très court, comme je l'ai dit, qui ne nous dit que ce qu'on a absolument besoin de savoir. C'est sans chichi, c'est un peu l'inverse de Mission Impossible 8, qui va tout répéter 3 fois. Là, on fonctionne beaucoup sur la suggestion et sur la retenue. Donc voilà, un film assez impressionnant que je vous recommande. Il y a aussi le film nécessaire. Alors, l'expression film nécessaire, c'est souvent un compliment un peu vache, puisque ça sous-entend que seul le sujet du film est intéressant plutôt que le film en lui-même.
Là, j'ai envie d'utiliser cette expression pour le documentaire Put Your Soul on Your Hand de Sepideh Farsi, qui est un film dont on a beaucoup parlé puisque l'héroïne de ce documentaire, Fatma Assouna, qui est une photographe qui vivait à Gaza, est morte dans des bombardements israéliens le lendemain de l'annonce de la sélection du film à Cannes. C'est un film qui est principalement constitué d'appels FaceTime entre la documentariste et Fatma Assouna, puisque évidemment le Sepideh Farsi ne peut pas se rendre à Gaza. Et donc c'est un témoignage extrêmement précieux d'une jeune femme qui est enfermée à Gaza, qui nous raconte non seulement les pénuries très très sévères d'eau et de nourriture, les bombardements incessants, mais qui nous parle aussi de ses rêves, qui nous partage les poèmes qu'elle écrit, qui nous présente sa famille. On a l'impression d'assister à quelque chose de très très rare, de pouvoir avoir ce récit extrêmement précieux et oui, nécessaire de ce que c'est la vie à Gaza depuis le début de la guerre. C'est d'autant plus déchirant quand on voit le film en sachant que Fatma n'a pas survécu et que toute sa famille est morte dans des bombardements très peu de temps après le tournage. Moi, ce qui m'a un peu dérangée, c'est que la forme du film elle-même, elle est très sommaire. On voit juste des écrans d'iPhone qui sont filmés. Et ça peut paraître étrange de critiquer la forme d'un film quand le sujet lui-même, le fond, est si important. Mais en fait, la forme, c'est le véhicule. C'est ça qui fait qu'on est happé ou pas dans un film. Et moi, parfois, je sortais un petit peu du film à cause de la forme. C'est le seul bémol que je peux trouver à ce film. Mais évidemment, c'est impossible de ne pas être très ému quand on voit ce que Fatma Assouna a à raconter. On voit sa santé physique et mentale se dégrader au fil des mois. C'est absolument déchirant. Et c'est très très dur de ne pas recommander ce film. Je pense que, au contraire, tout le monde devrait le voir, ne serait-ce que pour se rendre compte, si ce n'est pas encore le cas, de la réalité de la guerre à Gaza en ce moment. Et enfin, le coup de cœur, c'est Sound of Falling de Masha Chilinsky, qui était le premier film montré en compétition pour la Palme d'Or. Premier film, premier coup de cœur. J'avoue que je suis pas toujours aussi gâtée, mais là, je suis très très contente. J'ai adoré ce film. C'est un film assez abstrait qui suit la vie de 4 filles différentes sur une période d'environ 100 ans sur la même ferme d'Allemagne de l'Est. On n'est pas sur un film hyper funky, je vous le dis tout de suite. En même temps, ça se passe en Allemagne de l'Est. C'est un film qui est très énigmatique puisqu'on voit plusieurs tranches de vie de plusieurs personnages sans forcément comprendre dans quel ordre tout ça s'est produit, ni ce qui relie tous ces personnages. Le montage n'est pas linéaire. Et honnêtement, je pense que j'ai passé la première heure et demie à ne pas trop comprendre ce que je regardais. Il y a beaucoup d'images et de scènes qui se font écho d'un personnage à l'autre et d'une époque à l'autre, sans qu'on arrive exactement à comprendre quel est le fil qui les relie. Et puis il y a un moment, au bout d'une heure et demie, je sais parce que j'ai regardé l'heure, il y a quelque chose qui se débloque, une petite révélation qui éclaire une scène qu'on avait vue plus tôt dans le film. Et ce moment-là m'a émue, alors que jusque-là, j'étais surtout intriguée, mais je restais un peu froide par rapport à ce que j'étais en train de regarder. Et là, voilà, il y a eu la première émotion. Je me suis un peu redressée sur mon siège. Je me suis dit, ok, est-ce qu'on va en savoir plus ? Et en fait, effectivement, plus on avance dans le film, plus on commence à rassembler les pièces du puzzle, ou du puzzle pour certains, mais moi je suis team puzzle. Alors attention, c'est pas un film à twist ou même un film à clé. Je pense pas qu'il y ait une réponse unique et claire. À la fin du film, on se dit, ah ok, c'était ça l'histoire, c'était ça ce que le film voulait nous raconter. Mais si vous avez déjà écouté le podcast Ami, vous savez que je suis fan de David Lynch et que j'aime beaucoup les films qui n'ont pas besoin d'être absolument compris ou expliqués. Et là, je dirais que c'est un film qui peut être rangé dans cette catégorie. C'est un film un peu hanté, un film de fantôme, un film qui parle de mort, qui parle d'existence empêchée. Donc je vous l'avais dit, c'est pas hyper fun. C'est un film assez existentiel en fait, et je crois que j'adore les films existentiels. Mais c'est extrêmement poétique, et moi ce côté abstrait qui joue sur l'association de souvenirs, l'association d'idées et de pensées m'a beaucoup plu. J'adore ce genre de sensation devant un film. Au début, comme je sais pas trop à quoi m'attendre, je le regarde presque comme une détective. J'essaye de remettre les pièces dans l'ordre et de comprendre ce que le film veut me raconter. Et quand je commence à comprendre, et que ça me plaît, ça déclenche une émotion et une sensation presque physique. D'ailleurs, j'ai adoré voir que c'était pareil pour les gens autour de moi pendant la projection. Il y a d'autres gens qui se sont redressés sur leur siège à un moment, presque sans s'en rendre compte. C'est comme si on voulait se rapprocher de l'écran pour absorber encore plus le film. Et moi, à ce moment-là, je bascule dans un autre regard qui est moins analytique et qui est plus sensoriel. Je suis transportée, tout simplement. Et j'ai l'impression que tout mon corps et mon cerveau se mettent en marche, que le film est en train d'ouvrir plein de pistes, de réflexion, de projection, de sensations. Et j'arrive pas forcément à tout bien nommer, mais je sais tout de suite que j'ai envie de revoir le film pour en déceler d'autres détails, pour voir si j'aurai la même sensation la deuxième fois. Je l'ai adoré, j'ai trouvé ça assez singulier aussi, et j'adore voir un film qui me surprend et qui m'évoque peut-être des univers, là notamment l'univers de Lynch ou de Haneke. Il y a plein de gens qui vont faire la comparaison parce que ça se passe en Allemagne et qu'il y a une certaine rigidité dans le ton. Mais pour moi, c'est un film qui ressemble à rien d'autre et j'adore ça. Voilà, je vous redis le titre du film, Sound of Falling, de Masha Chilinsky. J'espère que ça vous plaira autant que moi. J'ai hâte de voir la suite de la compétition, mais déjà ça commence très très fort.
Dans le prochain épisode, je vous parlerai un peu des soirées cannoises parce que oui, ok, parfois, on fait la fête. Je continuerai évidemment de vous débriefer tous les films que j'ai vus et vous pourrez entendre mes interviews avec l'actrice Aïssa Maïga, à l'affiche du film Promis le ciel, et Julia Kowalski, réalisatrice du film Que ma volonté soit faite. C'est la fin de ce 3e épisode d'Anaïs se fait des films. Merci pour vos retours que je lis avec attention et qui me font chaud au cœur. Merci à Chloé Valmarie et Florian Kess d'avoir livré des performances qui mériteraient sans doute la palme de l'interprétation. Merci à Alex Masson, Renaud Barognan, Chloé Valmarie, Ariane Allard, Michael Guénam, Nicolas Marcadet, Matteo Maestracci et Yannick Velli pour avoir enquêté avec moi sur les origines de Raoul. Si ça vous a plu, continuez à liker, partager, commenter. J'adore l'attention, vraiment, ne vous arrêtez pas. Et si vous savez vraiment qui est Raoul, écrivez-nous. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Raoul! Et au fait, je t'ai pas dit? Ouais? Anaïs, elle se fait des films! Mais non!